suis en train de planter sur la longue plate-bande où j'ai mis les tomates et les courgettes mes petites boutures de patates douces. Alors comme j'ai pas eu le temps de m'en occuper, il y en avait que 3 que j'avais repiquées en godet, mais toutes les autres en fait je les avais carrément laissées dans l'eau. Alors je pense que c'est pas super parce que j'ai cru comprendre, je sais plus où j'avais vu ça, que les racines faites dans l'eau ne sont pas du tout les mêmes que celles qui vont dans la terre. Et bah tant pis, hein, je vais quand même essayer de repiquer comme ça, il y a quand même de grandes chances que ça meure, on verra bien. En tout cas, elles ont fait vraiment beaucoup de racines, vous voyez, je les ai vraiment oubliées quoi. Donc on va les planter et je vais essayer d'arroser un max pour pas que ça se dessèche quoi et qu'elles puissent faire des racines de terre, je sais pas. Ça se trouve c'est des conneries hein, que je vous dis, mais il me semblait que les racines qui étaient faites dans l'eau n'étaient pas exactement les mêmes que celles qui étaient dans la terre. Donc ça je vais le replanter. Je les ai mis à peu près, wow, il y a quoi, 80 cm, vous voyez, j'en ai mis une là, une là-bas. Là ça a bien poussé, j'ai vu qu'il y avait une petite tomate là qui commençait à pousser. Là il reste des micro tomates là-dedans qu'il faudrait que je mette à un endroit où je m'en fous un peu. Alors là je vais aller ramasser des petites grappes d'acacia. Alors en réalité c'est un robinier, hein, ce n'est pas vraiment un acacia, mais il est appelé robinier faux acacia. Et par abus de langage, souvent on parle d'acacia. C'est cette espèce-là qui est considérée comme invasive dans les forêts. En vrai, moi je trouve que chez moi c'est pas du tout invasif. Mais c'est vrai que dès qu'il va y avoir un terrain qui est très embroussaillé, ça va devenir invasif. Ici, là, en prairie autour, ça a l'air d'aller pour l'instant, on n'a absolument aucun souci. Par contre, s'il est agressé, c'est-à-dire si les animaux vont venir brouter son feuillage ou si vous essayez de le couper, c'est là en fait qu'il va rejeter beaucoup parce qu'il se sent menacé. Mais à partir du moment où vous avez un très grand arbre comme ça qui est très vieux, hein, je sais pas quel âge il a celui-ci, mais il n'y a pas de souci. Alors au départ, quand on avait mis les chevaux ici, ils se frottaient là-dessus et puis ils mangeaient tout ça. Et là du coup, il nous avait fait un petit rejet. Il nous a donné cet arbre-là. Et cet arbre, quand je suis arrivée, on le tondait. Donc c'est-à-dire il a moins de 4 ans là. Tout ce que vous voyez, c'est à moins de 4 ans. Et vous voyez qu'il est déjà très grand et il fait déjà des fleurs, donc on peut déjà les récolter. Mais sinon, depuis qu'en fait on a arrêté de le couper, ça a arrêté de faire des rejets. Parce qu'au départ, quand je tondais, il y avait toujours plein de petits rejets au sol. Et à partir du moment où je me suis dit, bon bah allez, celui-là, on va le laisser, je me suis dit, ça fera de l'ombre aux poules. Et donc du coup à partir de ce moment-là, quand on a laissé pousser celui-ci, ça a complètement arrêté de rejeter. Donc je pense que le pied mère a capté qu'il avait réussi au moins à se multiplier pour avoir de la descendance. Et là il a tout de suite en fait arrêté de nous faire plein de petits pieds par milliers. Donc là je vais ramasser ces petites grappes qui sont très très bonnes. Ça a une odeur, mais si vous pouviez sentir l'odeur à travers la vidéo, c'est vraiment somptueux. C'est une odeur délicieuse. Très vanillée, c'est vraiment super bon. Donc je vais ramasser des grappes et on va les faire en beignets. Donc voilà, je vais récolter juste ça hein, parce que c'est juste pour des beignets. Moi je trouve que c'est vraiment une essence super intéressante, en tout cas pour l'autonomie, puisque vous allez pouvoir faire des petits beignets sympas. Ça rajoute une petite touche d'exotisme. On n'a pas de choses vanillées dans les goûts qu'on peut trouver chez nous en tout cas. Donc ça rajoute un petit goût vanillé original. Vous pouvez faire des sirops. Le goût du sirop, pareil, on va retrouver ce petit goût vanillé, mais très léger, très subtil. Dans le sirop, on le sent moins. Les fleurs sont un petit peu sucrées. Si vous les mangez comme ça, vous allez sentir un petit goût sucré. C'est très très bon. Et surtout, je vais arrêter de parler 5 secondes et vous allez écouter le bruit. Voilà, je ne sais pas si vous entendrez, mais c'est bourré d'insectes, d'abeilles. Et là, on en voit voltiger devant la caméra. C'est butiné de partout. Partout où je pose mon téléphone, on voit qu'il y a des abeilles. Et là, il y en a une qui butine. Donc un très très bon arbre pour faire du miel. Le miel d'acacia, il est super bon, il est super clair, super doux. Vraiment un goût très léger, pas fort du tout. Pour ceux qui n'aiment pas les miels forts, c'est le miel d'acacia qu'il vous faut. Ça fait un très très bel arbre, hein, vous voyez, il est très grand, il fait de l'ombre aux poules. Il est aussi défensif parce que quand c'est conduit en petit buisson, c'est très épineux, donc vous passez pas une haie d'acacia. Et dernière utilisation, quand vous le faites en taillis, que vous recépez à chaque fois, vous pouvez l'utiliser pour faire des piquets qui sont très très solides et qui sont imputrescibles. C'est encore mieux que le châtaignier en durée de vie. Ce petit panier, je l'ai eu en brocante à 2 €. Bon, il est un tout petit peu cassé là, mais c'est pas grave du tout. Hein. C'est pour prendre des choses légères comme ça. Je trouve ça bien parce que du coup, il est très étalé, donc on peut en mettre sans trop superposer pour pas que ça s'écrase. Donc pour les fleurs délicates comme ça, c'est vraiment super. Je trouve très très mignon.
Là, on va manger. Alors aujourd'hui, on mange un truc pas du tout autonome. On va manger des steaks qu'on a achetés. Et en dessert, du coup, on va faire les petits beignets sur la plaque, la même en fait. Après, je mets ma plaque. Et là, après, je vais mettre ma plaque en fonte par-dessus. Donc ça, c'est un... Vous savez, les bocaux légumes du soleil, là, où je mets courgettes, poivrons, tomates. C'est ça qui est en train de cuire. On est en train de finir les bocaux. Parce que là, après, on va, à peu près dans 2 mois, on va commencer à en refaire. Ça, c'est tous les petits morceaux de la toiture qui étaient trop abîmés et trop pourris pour faire quelque chose avec. Vous savez, ce qu'on a utilisé pour faire le portail. Et ben là, du coup, ils passent en barbecue. Donc voici la récolte d'aujourd'hui, sachant qu'il y a 2 jours, j'ai récolté ça plein. Je vous l'avais mis sur Instagram. Donc en gros, là c'était vraiment le début. Il y a 2 jours, c'était la première fois que je ramassais vraiment. Avant, j'en avais mangé 1 ou 2, mais c'est tout. Et là, c'est vraiment les premières vraies récoltes. Donc là, on va en manger un petit peu pour ce soir, mais je vais commencer à en couper et à en préparer pour faire de la glace dans quelques mois. Donc ça, on va le mettre dans le congélateur, dans des poches. Ce coup-ci, c'est des poches plastiques. Hein. J'ai pas trouvé mieux pour ça parce qu'il faut que ce soit vraiment complètement à plat. Et c'est pénible avec les boîtes, il vous faudrait plein de boîtes. Et moi, j'ai un minuscule congélateur. Donc là, c'est pas des poches réutilisables, il faut qu'on en achète. Mais celle-là, c'est un nez qu'on avait déjà. Oui, bon, celle-là, vous pouvez quand même les réutiliser et les laver, mais c'est moins solide. Il y en a avec des zips, c'est bien plus pratique. Donc nous, ce qu'on fait, en fait, on les ferme pas, on les replie comme ça. Voilà, pour pas trop les abîmer. Donc là, il faut bien le mettre super à plat. Il faut vraiment que ce soit le plus à plat possible. Que les fraises soient pas trop en couche épaisse, parce que ensuite quand vous allez sortir congelé, il faut que vous puissiez casser le bloc pour le mettre dans le Thermomix, ou dans votre mixeur. Faut pas que ce soit un énorme bloc, parce que sinon les lames elles vont pas y arriver quoi. Il faut que ce soit à peu près comme ça, et puis que vous puissiez le casser en petits morceaux gros comme ça, et après ça va tout vous pulvériser et former une glace type glace à l'italienne, ou éventuellement un sorbet si vous mettez pas du tout de blanc d'œuf ou de lait ou de crème dedans. Ça fera vraiment comme un sorbet. Donc nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on le consomme directement, c'est-à-dire qu'on le mixe, on met du lait, de la crème, ce qu'on veut, un blanc d'œuf, on le mixe et on le consomme en fait. Mais sinon, vous pouvez le mettre dans un bac et le remettre en congélation, alors que c'est toujours pas décongelé, hein, il faut que ce soit encore bien congelé quoi. Et on le remet en congélation, et là après vous pouvez l'utiliser avec, vous savez, les espèces de grosses cuillères à glace là pour faire des boules quoi. Voilà. Mais moi mon préféré c'est quand même les glaces onctueuses avec texture glace à l'italienne quoi. Sans les cornets bien sûr, parce que sûrement qu'on doit pouvoir faire ça maison, mais un peu compliqué quoi. Voilà. Ça, c'est tes œufs de canne Barbarie? Oui. Putain, ils sont énormes. Ben oui, c'est énorme. Comparé à ceux de coureur indien. Ça, c'est pareil. Hein. Et c'est une Brahma qui les couve. Allez hop, tiens, regarde, emmène donc ça. Là, t'as quoi? T'as du coureur indien, et ceux avec le truc, c'est des Barbaries, ceux-là. Là. Des Barbaries, ceux-là. C'est bon, ceux-là. Ouais. Hop. Les pigeons, t'en manges, toi, non? T'en veux, non? Ouais. Regarde. Après, tu l'as, Abdel, c'est un jeune. Ils sont juste sortis du lit. Donc là, on rentre chez nous. On a récupéré quelques œufs de canard Barbarie, et il nous a donné 2 pigeons qu'on mangera sûrement demain. Donc du coup, on va les mettre ailleurs en attendant, parce qu'on va pas les faire aujourd'hui. Ça déborde un peu, hein. On va voir. Je vais attendre quand même 24 heures. Voir si elle les arrange un petit peu. Ensuite, j'avais perdu une poule. À qui on avait quand même coupé les plumes qui dépassaient d'une aile, parce qu'elle arrivait à s'en aller du poulailler. C'est la seule.
Et en fait, je l'avais perdue. Et en la revoyant et en la suivant, j'ai vu qu'elle venait ici, dans le seigle. Elle a fait son petit nid. Alors, sauf qu'en fait, il y a un renard. Et donc, elle couve. Sauf qu'en fait, là, il y a mon oncle qui vient de se faire manger une poule tout à l'heure. Donc, je vais mettre la caméra et en plus, je vais lui mettre le dessus de la cage à lapin sur elle pour la protéger quand même un minimum. Et voilà. Bon, c'est très moche, mais d'ici normalement 2 semaines, je pense que ça devrait éclore. Là, la sécheresse, c'est vraiment la catastrophe. Hein. Catastrophe, catastrophe. Donc voilà, les 2 petits pigeons sont faits. C'est la première fois que je fais les pigeons de A à Z. Et j'ai cherché le fiel pendant bien 5 minutes. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible, il n'y en a pas. Et en fait, en cherchant sur internet, effectivement, le pigeon est un des seuls oiseaux comestibles à ne pas avoir de fiel. Donc, si c'est votre tour un jour, ne cherchez pas le fiel, il n'y en a pas. Contrairement aux poulets, par exemple, quand on veut des poulets ou des canards. Pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, en fait, c'est une petite glande qui est rattachée à leur foie. Ça fait une toute petite poche comme ça, qui est un peu couleur vert. Et si vous la percez, ça donne un goût très 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 désagréable à la viande parce que c'est comme en fait une sorte de vésicule biliaire, si vous voulez. Alors voilà nos petits pigeons, c'est Abdel qui les a cuisinés. Donc là, il a fait avec du miel d'acacia pour le dorer et il a fait du riz avec. Et ça, voilà, les petits abats et tout. Un pigeon, c'est pour combien de personnes? 2 personnes? Non, une personne. Une personne. Oui. Donc voilà, pour ceux qui me demandaient si j'avais une terre fertile, à la base, vraiment pas du tout. Voilà à quoi ressemble ma terre. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ressemble ma terre maintenant dans les parties où j'ai fait que pailler, que laisser tout le temps couvert, mis plein de plantes, etc. Vous allez voir que ce n'est pas du tout la même chose. Là, c'est sec. Alors, encore pire maintenant. Hein. Aujourd'hui, ils annoncent 32. Hein. C'est pour ça que je fais ça très très tôt le matin parce qu'après, je ne pourrai plus rien faire. Voilà le sol à quoi il ressemble. Et ça, c'est pas parce qu'on a retourné au motoculteur. Oui, ça, c'est pas parce qu'on a retourné au motoculteur. Hein. C'est vraiment comme ça partout. Dès qu'on va vouloir toucher la terre, ça, c'est vraiment ma terre de base. C'est de la poussière, c'est du sable. Je suis en train de parler. Là, il y a la chef en train de me faire des bisous sur le nez. Non, mais oh. Oui, plaît-il? Donc voilà, ma terre c'est ça, c'est de la poussière, c'est du sable, c'est sec comme un coup de trick parce que c'est très très filtrant. Donc là, à la houe, je vais faire 3 petits traits. Je vais placer mes pommes de terre. Ensuite, je vais arroser un coup. C'est le seul coup où je vais arroser. Hein. Ici, on ne vient pas arroser d'habitude. Et ensuite, je vais avec Abdel. Après, avec Abdel, on va vider la bergerie. Et on va mettre là-dessus les pailles qui sont le moins souillées. Hein, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop fort. Hein, mais genre là où il y a juste un peu d'urine, quoi. Peut-être quelques déjections. Mais en tout cas, on ne va pas les mélanger aux patates. Hein, ça sera vraiment par-dessus. Et voilà. Et après, une fois que ce sera couvert, là, les patates, elles n'auront plus qu'à traverser le paillage. Il ne faut pas que vous mettiez du fumier trop frais au contact des pommes de terre. Sinon, ça peut faire des maladies, je ne sais plus lesquelles, je crois des pourritures, des choses comme ça. Mais par contre, si c'est par-dessus, je pense qu'il n'y a pas de souci. De toute façon, je vous dirai bien ce que ça a donné. Là, le souci, c'est que les vaches ne sont toujours pas parties, les moutons non plus. Je pense que ça ne va pas poser de problème le temps que les patates sortent. Ça devrait le faire. On a laissé bien les poules gratter pour qu'elles finissent d'enlever toutes les petites graines, tous les petits vers, en espérant qu'elles bouffent les vers blancs, tout ce qui aurait pu porter préjudice. Ah, il me fait des chatous. Tout ce qui aurait pu porter préjudice aux pommes de terre. Puis en même temps, le fait qu'elles grattent, ça fait mourir les dernières touffes d'herbe en plein soleil. Et voilà. Donc, faut que je me dépêche à planter tout ça. Cet après-midi, ils annoncent 32 et demain 35 au mois de mai, c'est horrible. Du côté du jardin, on a du côté de la maison, on a très peu de sol. L'herbe, elle est jaune, mais jaune pipi comme au mois d'août, quoi, quand c'est la canicule. Là, c'est vraiment catastrophique. Hein. La mare, elle est vide. Les plantes aquatiques dedans, elles font la tête. Franchement, elles sont vraiment pas contentes. C'est la catastrophe, quoi. Heureusement qu'on est encore relié au réseau, parce que pour l'instant, on n'aurait pas été opérationnel. En ce moment, les vaches et les moutons, c'est 150 litres par jour
par jour. Voilà. Donc ça veut dire qu'un IBC, il vous fait 7 jours, quoi, à peine. Au chômage. Parce qu'il y a tout le monde qui est surmarré, en fait. Vu qu'ils me voient travailler là, il faut qu'ils viennent m'embêter, quoi. Je pense que je vais mettre les filets de ce côté. Je pensais que ça allait pas trop les intéresser, en fait, de la terre. Mais elles sont trop curieuses, il faut qu'elles viennent voir ce que je fais. C'est plus fort qu'elles. Elles réclament des gratouilles et là je peux plus avancer, elles se mettent en plein milieu, quoi. Allez, viens. Lali, viens, je te gratouille ici. Donc voilà, j'ai fini, j'ai fait tout ça, j'ai fait 3 petits rangs, vous voyez, donc ça suit un peu la clôture, c'est pour ça que c'est pas tout droit. J'ai un problème, c'est qu'en fait il me reste 2 sacs, là j'ai fait que 1 sac, il y a à peu près une centaine de bulbes et je sais pas où mettre le reste, j'ai pas trop envie de bouffer un peu plus la pâture, quoi. Donc je pense que je vais essayer d'en cacher à droite, à gauche, sous le paillage, notamment sur la partie nouvelle du jardin qu'on n'a pas encore travaillé parce que c'est hyper grossi encore et j'aurais bien mis les patates pour qu'après ça permette de bien gratter le sol. Donc là je les laisse vite fait gratter et puis après si je vois que ça découvre trop les pommes de terre, je vais rajouter un filet à poule, hein, pas un filet par dessus, vous savez, juste un petit enclos pour les fermer. On va le mettre un peu là. Voilà. Hop. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la terre que je vous ai montré tout à l'heure, hein, on le voit bien. Et là, je vous assure que c'est pas parce qu'il pleut, hein. Elle est vraiment, elle est sèche, hein. D'ailleurs, vous voyez, si j'enlève, elle n'est pas humide, hein. Elle est noire. Elle est vraiment noire. Hop. Et je repasse le petit paillage de copeaux de bois. Donc voilà à quoi ça ressemble. Une terre qui a été nourrie au fur et à mesure. Donc avant c'était pas des copeaux, hein. Avant je mettais les mauvais arbres que j'arrachais, je les posais ici une fois qu'elles étaient séchées par le soleil, bien mortes. Je mettais aussi des feuilles, des fougères, du foin, de la vieille paille, tous les trucs souillés, hein. Des bêtes, ça passait là-dedans. Alors voilà ce que ça donne. Bon, j'ai voulu faire au départ un petit motif comme ça, mais en fait il m'aurait fallu d'autres fruits à la place pour faire un contraste. Il m'aurait fallu des framboises jaunes à la place. Bon, je les ai changées de chance. Je les ai changées. Oh putain, j'arrive pas à dire la phrase. Je les ai changées. Changer de sens, c'est ça que je veux dire. Je les ai changées de sens pour que ça fasse un contraste entre l'intérieur et l'extérieur. Mais c'est pas assez contrasté encore, ça fait bizarre. Et donc là on a du basilic cannelle et de la menthe verte marocaine. Voilà. Bon là on est en train de faire l'abri pour les abeilles. Donc en fait il y aura une rangée d'abeilles ici. Et ensuite la porte elle sera sûrement par ici. On rentrera comme ça. Et donc là je pourrais mettre des petites étagères avec un cadenas pour ranger tout le nécessaire dont j'aurai besoin sur place. C'est-à-dire l'enfumoir, de quoi brûler dans l'enfumoir, de quoi allumer l'enfumoir, les petites balayettes, les lève-cadres, tout vraiment le matériel, pas le matériel d'extraction mais vraiment le matériel de manutention. Donc il y aura ça, tout ça sur place pour que j'ai pas besoin de tout déplacer avec la voiture. Ensuite ici là il faudra qu'on fasse une toute petite avancée avec des piquets et les petites lisses là que je vous avais montré pour que ça fasse un petit peu plus mignon.
pour que les animaux puissent pas être dans les 2-3 premiers mètres. En plus c'est de l'abeille noire donc elle est assez nerveuse. Je sais pas encore si on va pas surélever un tout petit peu les ruches pour que vraiment elles partent en hauteur, puisque en fait là le terrain, vous en rendez pas compte, mais il est très en pente en fait. Là on est en train de descendre. Donc même si elles partent tout droit là, elles sont quand même vachement plus haut. Si l'animal est ici, elles vont pas buter dedans quoi. Donc je pense qu'il suffit de les relever un tout petit peu et puis ça suffira pour qu'elles passent là-bas. Donc là vous voyez qu'on a une vue assez lointaine. Donc là elles peuvent partir et aller un petit peu où elles veulent. Elles ont que l'embarras du choix. Je regrette un petit peu pour le cabanon du bas finalement de ne pas avoir fait comme ça, parce que ça aurait été idéal pour les bêtes, parce que là mon grand-père a récupéré des vieux poteaux téléphoniques. Vous savez en fait quand il les change et qui sont cassés ou abîmés, c'est des poteaux qui sont très 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 grands et là vu qu'on a besoin de moins d'hauteur, on a pu s'en resservir. Donc c'est des poteaux qui sont très très solides, hein, vous voyez, par rapport à ma main comment ils sont gros. Donc c'est dommage en fait, on aurait dû prendre ça pour en bas, parce que si les vaches ou quoi se frottent sur les poteaux, là ça aurait été beaucoup plus solide. Là on n'avait pas besoin de cette solidité là pour les abeilles, mais bon c'est pas grave, hein. C'est fait. Si on se rend compte que là-bas il y a un souci, on essaiera de retrouver le même genre de choses. Donc là on a presque fini le toit, il nous manque juste à rajouter un petit tasseau là et un petit tasseau ici pour tenir relevé la tôle. Ensuite on mettra une gouttière là et ça sera relié à un IBC. Cet IBC servira à la fois de faire un complément d'eau pour les vaches, les moutons et les chèvres, et à la fois on mettra une petite coupelle avec des cailloux pour que les abeilles puissent boire, puisque les abeilles elles ont besoin quand même aussi de beaucoup d'eau, et moins elles font de chemin pour aller chercher ce dont elles ont besoin, moins elles consomment de l'énergie et donc plus elles font de miel. Alors pourquoi un abri pour des abeilles alors qu'il y en a qui les mettent complètement à l'air? En fait, mon grand-père a fait un abri l'année dernière et lui, il a eu aucune perte sur ses abeilles. Alors c'est peut-être le hasard, peut-être pas. Mais toujours est-il que moi, mon oncle et le copain de mon grand-père là qui s'occupe de nous, parce que quand on a un souci avec les ruches qu'on sait pas trop, c'est lui qui vient nous aider, parce qu'en fait lui, il est déclaré apiculteur professionnel, quoi. Il vend son miel, etc. Et donc du coup, c'est lui qui vient nous aider. Et lui aussi, il a perdu la moitié de ses ruches cet hiver. Donc, comme on a tous la même façon de faire, vu que c'est lui qui nous aide, et eux, ils sont vraiment tous voisins par rapport à moi, c'est un peu plus éloigné. On a presque tous eu de la perte, sauf mon grand-père. Donc, on en a déduit que c'était en partie grâce à l'abri. Donc, on s'est dit, on va faire cet abri, on testera. Là, comme on est un petit peu loin de mon domicile quand même, on est à 700 mètres, presque 1 kilomètre là, parce que là, je suis dans, vous savez, dans la pâture de 4 hectares. Et en fait, au point tout là-bas, on est à 550 mètres de la maison. Mais là, on est un petit peu plus loin quand même, hein. On est presque à, je sais pas, je dirais là, il y a déjà au moins 400 mètres. Donc ouais, presque 1 kilomètre. Donc du coup, ça fait beaucoup de choses à traîner. Donc je préfère que tout soit sur place. Donc j'avais besoin de quelque chose pour stocker. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Voilà, donc l'eau, ça sera ça, sachant que on va mettre aussi une gouttière et un IBC sur celui-là. Mais en fait, comme c'est sous les arbres, ça va peut-être pas récupérer beaucoup d'eau, on verra. Et juste en bas, en fait, là, en bas de ça, on va dire, imaginez en profondeur sous terre là, de l'autre côté là-bas, il y a une source qui pour l'instant n'est pas tarie alors qu'on a eu un mois de sécheresse. Donc il y a peut-être moyen qu'elle reste en eau la plupart du temps. Donc il y aura la source là, et en complément, là-bas en fait c'est un peu marécageux, on a vraiment du mal à marcher. Donc là-bas on fera une toute petite mare ici et une toute petite mare tout là-bas aussi, qui servira pour, alors là surtout pour la biodiversité. J'aimerais pas trop que les bêtes elles y boivent, tout simplement parce que il va y avoir beaucoup de limnée. C'est un petit escargot qui vit dans les herbes de milieu humide, et ça leur donne la douve en fait. C'est une hôte intermédiaire de la douve. Donc si vous faites pâturer si vous faites boire vos herbivores là-dedans, c'est pas terrible quoi. Pour le parasitisme, c'est pas ouf. Donc il vaut mieux que mes bêtes en fait boivent la sortie de la source, où là il y a quand même peu de chances qu'il y ait des limnées. Et les limnées et tout le bazar se concentreront dans les mares. Donc je sais pas encore comment on va faire, ça va dépendre, ça sera peut-être même pas fait cette année. Peut-être que autour des mares on mettra de belles barrières pour les empêcher un petit peu d'y aller. Voilà, je sais pas encore comment on va s'organiser, mais en tout cas il y a tout ça à faire.
Là, on a fauché tout ça, là, vous voyez, là, il n'y a pas trop de fougères. On l'a fauché il y a 3 jours à la faux, tous les deux, pour couper un petit peu des fougères parce que voilà ce que c'est devenu. Voilà, là, c'est un champ de fougères, donc il faut qu'on continue. On fait petit bout par petit bout. Je veux pas passer le gyro parce que sinon, on coupe complètement l'herbe et du coup, quand les animaux ils vont arriver là, ils auront plus d'herbe. Donc là, le but, c'est un petit peu de lutter contre la fougère avec calme. Et en juillet, là par contre, on passera un bon coup de gyro pour bien assaisonner les fougères, puisqu'en fait c'est au mois de juillet que on affaiblit le plus le rhizome et que c'est le plus efficace de couper. Donc là bon, je vais pas, comme on n'a pas de gyro pour l'instant, je vais pas faire revenir sans arrêt le voisin qui fait ça. Donc on se débrouille un peu tout seul à la fosse, ça prend un peu de temps, mais bon, on fait ça pendant 1 heure en se relayant tous les deux et puis après on s'arrête, on fait autre chose, ça se fait bien quoi. Et bien sûr, j'ai oublié de vous dire, mais les 3 côtés seront fermés, sauf que là pour l'instant on a des petits soucis de finances, donc j'aurais pas de quoi acheter du bois, donc il nous en manque un petit peu, mais je pense qu'on fera ça au début d'hiver, style novembre-décembre, pour que ça puisse servir d'abri thermique aussi pour les abeilles. Là pour l'instant c'est surtout pour les protéger de la pluie, donc de l'humidité et de la chaleur, puisque ça leur fait un petit peu d'ombre. J'ai trouvé un tout petit œuf comme ça, minuscule. Désolée pour mes ongles, hein, j'ai désherbé. Et donc il a dû se casser. Il est tout petit rikiki. Donc là du coup en ce moment ça couve dans tous les sens. Alors il y a elle qui couve, donc là elle couvre rien en fait. Parce que dès qu'elle s'en va, elle lui pique les œufs. Alors j'espère qu'elle va pas me... Aïe. Hop. Donc elle a tout ça sous elle. Ensuite dessous... Là, il y a celle-ci qui couve ici, alors qu'avant elle couvait en haut. Mais du coup, à force de se faire piquer les œufs et que la place était prise, bah, elle a arrêté. Et alors là, sous elle, qu'est-ce qu'il y a? Sous elle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Mais à mon avis, ceux-là, ils sont pas bons parce qu'ils ont commencé à couver. Enfin bref, je les laisse faire leur vie. Ici, il y a 13 petits. Donc ici, dans le seigle, il y a la poule... Alors attendez. Et donc là, dans le seigle, il y a la poule qui couve. Elle en a 16 au moins. Ça, c'est une marrante. Et elle a décidé vraiment de couver là. Donc écoutez, hein, on va respecter ses vœux. Donc il y en a dans tous les coins. C'est le bordel. Le bordel complet. Donc là ensuite, il y a les 2 cannes qui sont en train de couver. Donc il y a moitié œuf coureur indien, moitié canard barbarie. Donc elles couvent ensemble. Et le soir, on ferme la petite porte. C'est pas le même enclos que là où les autres dorment la journée. Donc là, il y en a de ce côté. Donc là, on met pas la lampe, on met le panneau chauffant. Ça consomme moins en fait un panneau chauffant. Je ne savais pas avant. Donc au départ, on avait pris des lampes. Et sur le Discord, il y a l'Aetor qui m'a dit que c'était mieux les panneaux chauffants. Donc là, on a un panneau chauffant. Mais il y a quand même les lampes parce qu'on n'en a qu'un seul en panneau chauffant. Donc si jamais on a besoin du panneau chauffant ailleurs, il y a quand même la lampe, quoi. Donc là, il y en a 18. Il y en a 13 qui sont sous la poule. Et il y a 4 poules qui couvent. Donc là, je suis en train de ramasser les baies de mai. Donc en fait, c'est un chèvrefeuille, mais buissonnant comestible. Alors ça fait 4 ans qu'il est là et on peut pas dire qu'il est extrêmement productif. Hein, vous voyez, encore là, c'est sa meilleure année, alors que ça fait quand même 4 ans qu'il est là. Hein. Vous n'en ferez pas en fait une grosse récolte comme vous pouvez le faire avec des fraises ou avec des framboises dès les premières années. C'est long à s'installer ou alors c'est mon sol qui lui plaît pas, j'en sais rien. J'essaierai de faire des boutures et d'en mettre à d'autres endroits. Toujours est-il que j'en fais pas une récolte folle. Après, c'est pareil avec les myrtillers, qui est à peu près le même type de goût. Myrtille, c'est pareil, j'en ai planté et ça marche pas chez moi. Pourtant, j'ai un sol acide, donc je comprends pas trop. Mais en tout cas, myrtille, pour l'instant, aucune récolte. Le plus vieux pied doit bien avoir 3-4 ans aussi. Donc pas terrible, quoi. Donc par contre, là, vous voyez, on voit aucun fruit. Il faut bien soulever les branches. Parce qu'en fait, c'est dessous, vous voyez. Là, il y en a une dessous. Voilà. Là, vous voyez, elles sont vraiment dessous. Donc je ramasse et je vais vous montrer la quantité, sachant que j'ai dû en ramasser déjà 5 à peine, quoi. Donc là, tout ce que je vais ramasser, c'est la récolte de l'année sur ce pied. Donc voilà, production d'un plant de 3 ans
de baies de mai. Pas du tout productif, en tout cas chez moi. En plus, c'est assez chronophage à ramasser parce que c'est dessous, donc il faut les chercher. Et il y en a toujours 3-4, pas plus, au même endroit. Donc ça prend du temps, il n'y en a pas beaucoup. Donc chez moi, c'est pas terrible. Donc je vous le conseillerais pas. Après, mettez-moi en commentaire si chez vous, vous arrivez à avoir des récoltes vraiment conséquentes. Hein. Quand je parle de récolte conséquente, c'est un panier comme ça. Hein. Vous voyez, les fraises, là, c'est une récolte de une journée en plus. C'est le panier entier de fraises, quoi. Alors que là, vous n'avez même pas une demi-poignée de petites baies pour ça. Alors je pense que c'est quand même plutôt un climat froid parce qu'il me semble que ça s'appelle le bleuet au Canada ou au Québec, ils en font. Donc peut-être que ça préfère un truc plus froid et plus humide, j'en sais rien. Et je voulais vous montrer comparativement, là on est sur un plan de 2 ans de groseillier Rovada. Et donc là il y en a vraiment beaucoup de grappes. Et encore, je pense qu'il y a quelques petites fleurs qui se sont faites grignoter par je ne sais quoi. Parce qu'il y en a beaucoup moins. Alors le problème que j'ai souvent sur les groseilliers comme ça qui sont très vigoureux quand ils sont jeunes, dès qu'il y a comme ça des petites tempêtes comme aujourd'hui là, ça se casse. Vous voyez, là au niveau de la tête ça se casse. C'est pas grave, hein, je ferai peut-être des boutures avec ça, ça marchera peut-être. Donc ils sont beaux les artichauts, mais je pense qu'il manque un peu de fertilisation. Là j'ai rien mis du tout. Il faudrait que je mette un petit peu de fumier parce qu'ils sont pas très gros et très grands. Hein. Là je pense que celui-là est bon à ramasser. Et vous voyez il est petit, hein. C'est un petit. Elles sont super bonnes. Il y a tout le monde qui attend à côté. Donc voilà, on a pris juste ça. Il faut que j'en laisse un petit peu pour tout le monde. Donc elles sont vraiment super bonnes. Hein. J'ai hâte d'en avoir aussi chez nous, des comme ça. Parce que nous, bien sûr, nos arbres, nos cerisiers sont encore trop petits pour vraiment produire. Hein. Pour l'instant, sur tous les arbres qu'on a plantés, les vrais arbres fruitiers, il n'y a que les pommiers qui commencent à avoir des récoltes intéressantes et les pêchers. Le reste, pour l'instant, c'est encore anecdotique. Hein. Je veux dire, maximum 10 fruits. Si le prunier aussi, mais là, ça fait 3 ans qu'il se prend les gelées, donc il donne pas. Mais sinon, voilà, les autres, c'est vraiment pas grand-chose. Quand vous voulez tout faire vous-même, non seulement déjà ça prend du temps de préparation, surtout pour la viande, quoi. Faut abattre l'animal, le plumer, le vider, le manger. Pour le pain c'est pareil, enfin je veux dire pour tout il faut beaucoup de temps de préparation. Donc si vous pouvez vous en faire d'avance, soit en bocaux tout préparé, soit les congeler, c'est pas mal. Parce que là par exemple aujourd'hui on a fait l'abri pour les abeilles, donc on n'a vraiment pas le temps à passer en cuisine. Puis quand tu rentres, t'es complètement claqué, quoi. T'as pas envie d'aller tuer un poulet, le vider, etc. Donc là, on avait fait les pigeons hier matin, et du coup, là, ce soir, on avait juste à les mettre au four, quoi. Donc c'est assez rapide, quoi. Donc c'est d'organisation. C'est pas comme quand on se dit tiens, j'ai un petit creux, je vais commander. Je vais commander un truc ou je vais aller faire les courses et j'achète des trucs déjà tout prêts, quoi, où il faut juste réchauffer. Là, c'est vraiment beaucoup de temps en plus. Et puis, il y a aussi des impératifs. Là, par exemple, il faut que j'aille ramasser les fraises. J'en ai ramassé hier, mais là, aujourd'hui, j'en ai encore de mûres. Faut pas que j'en laisse non plus des trop mûres trop longtemps parce que soit ça pourrit, soit il y a des choses qui vont venir les manger, des oiseaux, des choses comme ça les attire, quoi. De voir plein de fruits mûrs. Donc là, il faut que je fasse ça, même si j'ai un petit peu la flemme, là, je vous avoue. Mais voilà, il y a des choses où on est obligé de le faire, même si on a des fois pas trop envie. Mais ça reste un plaisir, hein. Franchement, ramasser des fraises, même quand on est très fatigué, ça reste quand même un gros plaisir.